Ma sœur m'a envoyé un texto, on ne veut pas de toi au mariage. C'est un événement chic. Maman a ajouté un emoji qui rit. J'ai répondu, compris. J'annulerai aussi les paiements chics. Elles se sont moquées de moi dans la conversation. Au lever du soleil, leur réservation avait disparu. Leur compte a été refusé, et ma sœur est venue frapper à ma porte. Quand ma sœur a annoncé ses fiançailles, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde ou quoi que ce soit, plutôt des associés en affaires familiales. C'est ce que j'ai toujours ressenti. Elle appelait quand elle avait besoin de quelque chose, généralement de l'argent, et je disais oui plus souvent que je n'aurais dû. Mais elle allait se marier, et je pensais que cela changerait peut-être enfin les choses entre nous. Je lui ai dit que je l'aiderais de toutes les manières possibles. Elle a souri et a dit qu'elle savait déjà que je le ferais. La première grosse demande est arrivée moins d'une semaine plus tard. Un texto, même pas un appel. Salut, tu peux envoyer 6500 € pour la compte du lieu? On te remboursera après les cadeaux de mariage, promis. Aucun contact, aucune explication, juste le chiffre. 6500 €. Je n'ai même pas hésité. J'ai fait le virement le même après-midi et je me suis dit que c'était un cadeau, pas un prêt. Au fond de moi, je savais que je ne reverrais jamais cet argent. Mais c'était ma petite sœur, et les mariages sont censés être spéciaux. Peut-être que cela nous rapprocherait. Ça n'a pas été le cas. Le silence après l'envoi de l'argent a été la première fissure. Pas un merci, pas une photo du lieu, pas même une capture d'écran de la confirmation. Un simple emoji cœur 3 jours plus tard. C'était tout. Je n'ai pas insisté. J'ai juste attendu. Je pensais que je serais bientôt mise dans la boucle, qu'on me demanderait mon avis sur la robe, le plan de table, la musique, mais non. C'était comme si elle avait pris l'argent et m'avait complètement effacé de l'organisation. Puis est venue l'annonce. Ce n'était pas pour moi. Ce n'était même pas dans notre discussion de groupe familial. C'était un direct public sur Instagram. J'ai reçu une notification indiquant qu'elle était en direct, et je l'ai ouverte par curiosité. Elle se tenait là, dans une robe de répétition blanche, souriant comme si elle venait de gagner au loto. Derrière elle, son fiancé versait du champagne. Il a remercié tous ceux qui les avaient soutenus. Elle a dit que le mariage était maintenant entièrement payé et que tout cela avait été possible grâce à leur travail acharné et à l'aide de la vraie famille, qui avait cru en eux. La vraie famille. Les commentaires affluaient. Amis, collègues, inconnus avec des émojis de fleurs la qualifiant de modèle. Je suis resté là, à fixer l'écran. Ce soir-là, j'ai posté un unique commentaire sous la vidéo des moments forts qu'elle avait mis en ligne, un émoji de pion d'échec. 3 minutes plus tard, il était supprimé. 6 minutes après, j'ai entendu frapper violemment à ma porte. Elle est arrivée en grande tenue de mariage, toujours en talons, le maquillage parfait. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a fait irruption et a exigé de savoir ce que signifiait mon petit coup de l'émoji. Je n'ai rien dit. Je ne lui devais aucune explication pour quelque chose qu'elle comprenait parfaitement. Elle s'est mise à hurler, m'accusant d'essayer de l'humilier publiquement. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'étais jalouse. Je suis resté silencieuse pendant la majeure partie de son monologue, mais ensuite elle a dit quelque chose qui a déclenché un interrupteur en moi. Elle a dit que je ramenais toujours tout à moi, et qu'elle en avait marre de marcher sur des œufs à cause de mon bagage émotionnel. Nous nous sommes bousculés. Ce n'était pas une de ces bagarres de films qui s'éternisent. C'était un flou maladroit. Elle m'a poussé. Je l'ai repoussé. Sa chaussure est tombée. Elle a attrapé ma manche. Et je lui ai dit de ficher le camp. Elle est partie en jurant qu'elle ne m'adresserait plus jamais la parole. Mais je n'étais même pas en colère. Plus maintenant. C'était juste fini. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de notre mère, puis un autre de notre père. Je savais ce que ma sœur leur avait dit avant même de décrocher. Ils étaient inquiets, confus, essayant de comprendre ce qui s'était passé entre nous. Je leur ai tout raconté, les 6500 €, la publication, la dispute. Ils n'ont pas crié. Ils avaient l'air déchirés, comme s'ils avaient été entraînés dans un pétrin qu'ils ne comprenaient pas. Ma mère a dit, peut-être que vous avez toutes les deux besoin de vous calmer et de parler face à face bientôt, en famille. J'ai dit, d'accord. Mais je ne le pensais pas, car à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait pas de l'argent.
Il s'agissait de ma place dans sa vie. Et je n'en avais aucune, sauf si je jouais un rôle qui l'avantageait. Je n'étais pas sa sœur. J'étais juste une pièce sur son échiquier, un pion qu'elle déplaçait quand elle avait besoin d'aide. Et elle était sur le point d'apprendre ce qui se passe quand le pion arrête de jouer. 2 jours après la dispute, j'ai arrêté d'être gentille. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas supplié pour obtenir de la reconnaissance. J'ai juste commencé à tirer les ficelles, discrètement. Précisément. Le lieu de réception d'abord. Ces 6 500 € n'étaient pas un cadeau. C'était ma réservation sur ma carte de crédit, car elle ne pouvait pas se qualifier par elle-même. Alors, j'ai appelé et j'ai annulé. La femme au téléphone s'est excusée pour la politique non remboursable, mais ce n'était pas pour ça que j'appelais. Je ne voulais pas récupérer l'argent. Je voulais qu'il disparaisse. Ensuite, je suis passé au photographe. C'est moi qui avais signé le contrat. Le mien. Alors je l'ai annulé aussi. Le disque jockey a simplement libéré la date. La société de location, c'était fait. Je ne lui ai pas dit un mot. Je ne l'ai pas prévenu. Elle ne réalisait même pas que la moitié de son mariage existait parce que je le soutenais depuis les coulisses. Laissez-la découvrir de la même manière que j'ai découvert que je ne comptais pas, publiquement. 3 jours ont passé. J'ai gardé mon téléphone en mode silencieux. J'ai ignoré ses textos, les appels de nos tantes, même de mon père. J'attendais qu'elle comprenne. Je pensais que ce serait le lieu de réception qui lui mettrait la puce à l'oreille, mais ce fut son fiancé. Il a appelé, l'air gêné, comme s'il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Il a dit que le disque jockey avait appelé pour confirmer l'annulation et m'a demandé si j'avais la moindre idée de ce qui se passait. Je lui ai simplement dit, je l'ai annulé. Long silence. Il a demandé pourquoi. Je lui ai dit qu'il devrait probablement en parler à ma sœur. 10 minutes plus tard, elle était de nouveau à ma porte. Pas de maquillage, pas de talons cette fois, juste de la rage. Elle n'a pas essayé d'entrer. Elle est restée dans le couloir à crier, m'accusant de détruire son avenir, de l'humilier, de saboter la seule bonne chose qu'elle avait. Je me suis tenu sur le seuil et je l'ai laissé se vider. Quand elle a fait une pause, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que j'avais annulé le mariage parce qu'il était bâti sur un mensonge, sur sa manipulation envers moi, et que j'en avais fini de financer son illusion. Elle est restée silencieuse une seconde, puis m'a traité d'amère. Que j'étais seule, jalouse, pathétique. Que je la punissais parce qu'elle avait quelque chose que je n'avais pas. J'ai failli rire. Je lui ai dit que je préférais être célibataire pour toujours plutôt que de vivre une vie qui dépendait de faire culpabiliser sa famille pour de l'argent. Puis elle s'est avancée et m'a bousculé. C'est arrivé vite. Elle a poussé. J'ai reculé. Elle a glissé sur le seuil. Elle n'est pas tombée, elle a juste trébuché, mais cela a brisé quelque chose en nous deux. Je lui ai dit de sortir et de ne jamais revenir. Elle n'a pas discuté, elle est juste partie. Cette nuit-là, les appels ont commencé. Mon père, ma mère, puis les deux ensemble. Ils sont venus le lendemain matin, se sont assis dans ma cuisine et m'ont supplié de laisser tomber. Ils ont dit, nous sommes une famille, et les familles ne s'abandonnent pas pour de l'argent. Je n'ai pas dit grand-chose. Je les ai laissés parler. Puis je leur ai rappelé les 5 dernières années. Comment j'avais payé son loyer plus d'une fois. Comment j'avais remboursé sa carte de crédit quand elle était entre 2 emplois. Comment je l'avais conduite à ses rendez-vous, couvert des acomptes, rempli son frigo quand elle ne demandait pas d'aide parce que je n'attendais pas qu'elle demande. Je m'y attendais. Et puis ce mariage, j'étais censé y jeter de l'argent pendant qu'elle s'attribuait le mérite d'avoir tout fait elle-même. Il ne savait pas quoi dire. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père est resté assis là, se frottant le visage. Finalement, ils m'ont demandé si je pouvais juste laisser le mariage avoir lieu pour eux. Juste cette dernière chose, et ensuite tout le monde pourrait passer à autre chose. J'ai dit non, parce que la vérité, c'est que ce n'était pas la dernière chose. C'était juste la plus récente. Sans moi, le mariage ne pouvait pas avoir lieu. Et maintenant, ils le comprenaient tous enfin. 3 autres jours ont passé. Elle a essayé de sauver les meubles, a tenté de refaire des réservations, d'utiliser la carte de son fiancé, puis la sienne. Rien n'est passé. Et puis le loyer est arrivé à échéance. Elle m'a envoyé un texto disant qu'elle allait être à court,
juste jusqu'après le mariage, juste une fois de plus. Je n'ai même pas ouvert le message. Le mariage était dans 5 jours. Les invités prenaient déjà l'avion. Et elle n'avait ni lieu de réception, ni gâteau, ni photographe, ni robe. Celle-là aussi était financée, et elle avait manqué un paiement. Et maintenant, apparemment, pas d'argent pour le loyer. Elle avait construit toute une célébration sur une structure de choses empruntées, la plupart à moi, et maintenant tout s'effondrait. Elle a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a texté, tu as fait passer ton message. Heureuse maintenant? Je l'ai laissé en lu. Parce que la vengeance ne m'intéressait pas. C'est la liberté qui m'intéressait, et elle commençait à peine à comprendre à quoi ressemblait la vie sans quelqu'un pour nettoyer ses dégâts. Au milieu de cette semaine-là, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appels manqués, messages vocaux, textos de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Toute la famille en parlait, et il n'a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi. Le mariage parfait de ma sœur, celui dont elle se vantait en ligne depuis des mois, était en train de s'écrouler. Apparemment, elle racontait aux gens qu'il y avait eu une série d'urgences. À un cousin, elle a dit que le lieu de réception avait un problème d'inondation. À un autre, que le photographe avait annulé à la dernière minute. Quelqu'un d'autre a dit qu'elle prétendait que le traiteur avait fait faillite. Chaque histoire était légèrement différente, comme si elle n'arrivait même plus à garder ses mensonges cohérents. Mais chaque version avait un point commun, elle ne prenait jamais ses responsabilités, et elle ne me mentionnait jamais. Je n'ai pas pris la peine de corriger qui que ce soit. J'ai juste laissé les choses se dérouler. J'étais resté silencieuse assez longtemps pour savoir que le silence peut être puissant lorsque la vérité est inévitable. Elle finit toujours par fuiter, une fissure à la fois. 2 jours avant le mariage, elle a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas décroché une seule fois. Son fiancé a même essayé d'appeler, laissant un message qui ressemblait plus à une supplique qu'à autre chose. On a juste besoin de parler, disait-il. Je l'ai effacé. Quand le samedi est arrivé, le jour qui était censé être celui de son mariage, je me suis levé tôt. Le ciel était nuageux, le genre de matin gris et terne qui semble plus lourd qu'il ne le devrait. J'ai fait du café, désactivé les notifications de mon téléphone et je suis resté à la maison. Je n'ai pas consulté les réseaux sociaux. Je me fichais de voir ce qu'elle prétendait ce jour-là. Vers midi, les gens ont commencé à comprendre. Ma cousine Manon m'a envoyé un texto, disant qu'elle et son mari étaient arrivés au lieu de réception et avaient trouvé les portes verrouillées. Aucune pancarte, aucun personnel, juste le silence. Les invités attendaient, perplexes, essayant d'appeler ma sœur, qui apparemment ne répondait à personne. C'est là que les appels vers moi ont commencé. Un message vocal disait, « Chloé, ça va? Ta sœur a dit que tu avais fait une dépression nerveuse. » Un autre demandait s'il était vrai que j'avais saboté le mariage parce que je ne supportais pas de la voir heureuse. Quelqu'un d'autre a dit qu'elle prétendait que j'étais dans un hôpital psychiatrique. C'était presque drôle de voir jusqu'où elle était prête à aller pour se faire passer pour la victime. Presque. Ce soir-là, mon père s'est présenté seul à ma porte. Ma mère n'est pas venue, ce qui était inhabituel. Il n'avait pas l'air en colère, juste vieux. Il est resté debout dans mon salon un moment avant de dire quoi que ce soit. Puis il m'a demandé quelque chose d'inattendu. « Tu penses qu'on a échoué avec elle ?» Ça m'a frappé plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé, et il m'a regardé. Et pour la première fois de ma vie, je pouvais dire qu'il ne la défendait pas. Il commençait à comprendre. Finalement, je lui ai dit ce que je croyais. Que aimer quelqu'un ne signifie pas le couvrir. Que la laisser prendre et prendre sans conséquence n'était pas de la bonté. C'était une permission. Et elle avait vécu de permission toute sa vie. Il a hoché lentement la tête, a dit qu'il voulait juste retrouver la paix. Je lui ai dit que la paix ne vient pas en prétendant que rien ne s'est passé. Le lendemain matin, tout a empiré. Ma mère a appelé, en pleurant cette fois. Elle a dit que ma sœur et son fiancé avaient du retard sur leur loyer, 2 mois de retard. Apparemment, elle avait utilisé la majeure partie de son budget de mariage pour des acomptes qu'elle n'avait jamais pris la peine de récupérer après que j'ai tout annulé. Maintenant, ils étaient fauchés. Ma mère m'a demandé si je pouvais juste les aider cette fois-ci pour les empêcher d'être expulsés. Je n'ai pas répondu. J'ai fixé le message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Je savais que si je répondais, ne serait-ce qu'une fois,
tout recommencerait. Les excuses, la culpabilité, le cycle. Cet après-midi-là, ma sœur m'a envoyé une photo par texto. Elle était assise par terre dans son appartement, entourée de factures non ouvertes et de boîtes de décoration de mariage. Pas de mots, juste la photo. Je ne ressentais même plus de pitié, car ce n'était pas du remords. C'était du désespoir. Elle ne comprenait toujours pas que le problème n'était pas le mariage annulé. C'était toute sa façon de vivre. Chaque partie de sa vie était construite sur l'effort de quelqu'un d'autre, l'argent de quelqu'un d'autre, le pardon de quelqu'un d'autre. Je pensais qu'elle apprendrait peut-être enfin, mais 2 jours plus tard, mon père a rappelé. Il n'a pas perdu de temps. Sa voix était basse, calme, trop calme. Il a dit, « Chloé, tu dois venir à l'hôpital. » C'est maman. Pendant un instant, tout s'est tu en moi. La colère, la satisfaction, même le sentiment de contrôle que j'avais construit. Tout a disparu. C'est à ce moment que j'ai réalisé que la guerre que j'avais commencée n'était plus seulement entre ma sœur et moi. Elle déchirait toute la famille, et je ne savais pas comment l'arrêter. Je suis arrivé à l'hôpital en 20 minutes. Je ne me souviens pas de m'être garé ou d'être entré. Je me souviens juste de mon père debout près des distributeurs automatiques, l'air de ne pas avoir dormi. Quand il m'a vu, il s'est approché et m'a serré dans ses bras sans un mot. Ma mère s'était effondrée dans leur cuisine ce matin-là. Arythmie cardiaque due au stress, a dit le médecin. Pas une crise cardiaque à part entière, mais un avertissement sérieux. Il l'avait admise pour la surveiller pendant la nuit. Elle était stable mais secouée. Je suis entré dans la chambre et je l'ai vue branchée à un moniteur, les yeux fermés, les lèvres sèches. Elle les a ouverts quand je me suis approché et a essayé de sourire. Je ne l'avais pas vue aussi pâle depuis des années. Je veux juste la paix, a-t-elle murmuré. Je suis resté assise là un moment, lui tenant la main, sans parler, pensant juste à la façon dont les choses avaient dégénéré. Comment quelque chose qui avait commencé par une faveur de 6 500 € s'était terminé avec ma mère dans un lit d'hôpital. Puis ma sœur est entrée. Elle avait une mine affreuse. Cheveux gras, cernes sous les yeux, un sweatshirt ample qui appartenait probablement à son fiancé. Elle ne m'a même pas regardé, elle est allée directement vers maman, lui a embrassé le front et s'est assise sur la chaise de l'autre côté de la pièce. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis, de nulle part, elle s'est mise à pleurer. Pas bruyamment, juste des sanglots silencieux, comme quelqu'un qui essaie de ne pas s'effondrer en public. Je n'y ai pas cru au début. J'ai pensé que c'était une autre performance, mais ensuite elle a dit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. J'ai rompu les fiançailles. La pièce est devenue silencieuse. J'ai levé les yeux. Mon père la fixait. Ma mère a cligné des yeux avec force, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Elle a essuyé son visage avec sa manche et a dit, « Il a dit qu'il ne pouvait pas me supporter. Il a dit que je ne vis pas dans la réalité. Que je traite les gens comme s'ils étaient jetables. Et il a raison. » Personne n'a parlé. Elle a continué. Elle a dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Qu'elle était endettée. Qu'elle avait vendu certaines de ses affaires juste pour acheter des provisions la semaine dernière. Qu'elle avait passé les 2 dernières nuits à dormir chez une amie parce qu'elle avait trop honte de rentrer chez elle. Puis elle m'a regardé, et ce n'était pas avec haine. Ce n'était même pas de la colère. C'était quelque chose de différent, comme si elle voyait enfin les ruines qu'elle avait laissées derrière elle. J'ai tout gâché. Je sais. Je t'ai utilisé. J'ai utilisé tout le monde. Et je ne sais même pas pourquoi je pensais mériter tout ça. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé s'effondrer. Ma sœur, qui avait passé toute sa vie à prétendre qu'elle maîtrisait tout, était enfin assise au milieu des décombres de ses choix et, pour une fois, ne blâmait personne d'autre. Cette nuit-là, après avoir quitté l'hôpital, mon père a demandé si nous pouvions tous nous retrouver à la maison le lendemain. Il voulait que nous nous asseyions, juste nous 4, pour savoir où aller à partir de là. Je n'ai pas donné de réponse tout de suite. Mais le lendemain matin, je suis venu. Ma sœur était déjà là quand je suis arrivé, assise à la table de la cuisine sans maquillage, sans téléphone, juste une tasse de thé et un bloc-notes. Ma mère était sortie de l'hôpital ce matin-là et se reposait à l'étage. Nous nous sommes assisés, à ma surprise, ma sœur a fait glisser le bloc-notes sur la table. Dessus, il y avait 2 colonnes, ce que je dois, et, comment je vais réparer ça. Ce n'était pas parfait.
C'était brouillon, mais c'était un début. Elle avait noté chaque euro qu'elle me devait encore. Chaque fournisseur qu'elle avait ignoré. Chaque facture qu'elle avait négligée. Et puis, d'une écriture tremblante en bas, elle avait écrit « Je veux devenir quelqu'un dont tu pourras être vraiment fier un jour. Mais je sais que je ne mérite plus ton aide, à moins que je prouve que je suis prête à réparer ça moi-même. » J'ai fixé la page pendant un long moment. Et puis j'ai dit « Je t'aiderai, dans certaines limites. Je te soutiendrai pour que tu apprennes à réparer ta vie, pas pour la financer. » Elle a hoché la tête. Ce n'était pas un moment de cinéma. Nous n'avons ni pleuré ni nous sommes prises dans les bras, mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que nous étions 2 vraies sœurs, pas seulement 2 personnes enfermées dans une longue guerre silencieuse. Les semaines suivantes, les choses ont lentement changé. Elle et moi avons réemménagé chez nos parents pendant que ma mère se remettait. Comme au bon vieux temps, sauf que tout était différent. Nous faisions la vaisselle ensemble, les courses, nous parlions la nuit vraiment parler et personne ne me demandait d'argent. Elle a même trouvé un travail à temps partiel dans une boulangerie locale. Elle a dit que ce n'était pas glamour, mais que c'était à elle. Et puis un matin, elle m'a dit qu'elle pensait à organiser un nouveau mariage. Quelque chose de petit, de simple, juste en famille, entièrement payé par elle et son fiancé, s'il revenait un jour. Mais ce n'était pas ça la surprise. La surprise, c'était ceci, elle ne semblait pas désespérée de son retour. Elle a dit que s'il revenait, super. Mais sinon, elle irait quand même de l'avant, elle grandirait quand même. Pour la toute première fois, elle ne construisait pas sa vie sur les fondations de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. C'était le début de l'automne à ce moment-là. L'air était plus frais, plus calme. La vie chez nos parents s'était installée dans une atmosphère presque paisible. Ma mère se renforçait de jour en jour. Et ma sœur tenait étonnamment sa promesse. Elle prenait le service du matin à la boulangerie 6 jours par semaine, a commencé à rembourser de petites dettes une par une, et a vendu les articles de luxe ridicules qu'elle avait l'habitude de poster juste pour paraître réussir. Fini les sacs de créateurs. Fini les vacances de dernière minute, pour se faire plaisir. Fini l'image de location, juste la réalité. Un après-midi, je suis entré dans la cuisine et je l'ai vue avec une feuille de calcul ouverte, un crayon dans la bouche, et une vraie calculatrice à côté d'elle. Elle faisait un budget, un vrai budget sérieux. C'était à la fois hilarant et surréaliste. Elle a levé les yeux et a dit « Devine combien d'intérêts je payais sur cette carte de crédit que tu m'as aidé à solder l'année dernière ?» J'ai dit « Rien ». Elle a souri. Disons juste que j'aurais pu m'envoler pour Rome 2 fois. En classe économique, mais quand même. C'était la première fois que je riais avec elle depuis ce qui semblait être des années. Ma mère est descendue peu de temps après, se déplaçant slowly mais souriant davantage ces jours-ci. Elle semblait plus légère aussi, comme si nous avoir de nouveau sous un même toit, même dans ces circonstances étranges, la guérissait d'une manière que les médicaments ne pouvaient pas. Elle a recommencé à faire de la pâtisserie, à lire ses vieux livres de cuisine, à écouter de la vieille musique en cuisinant. Notre père a commencé à rentrer plus tôt du travail juste pour s'asseoir avec elle pendant qu'elle préparait de la soupe. Mais bien sûr, tout n'était pas parfait. Un soir, j'ai trouvé ma sœur en train de pleurer dans la buanderie. Je n'ai pas demandé pourquoi au début. Puis elle m'a tendu son téléphone. Son ex-fiancé avait posté des photos avec quelqu'un de nouveau. Un soft launch, mais c'était évident. Une fille avec qui il travaillait, souriant dans un bar avec lui, sa main sur son genou. Elle n'a rien dit, elle est juste restée assise là. Je ne l'ai pas réconfortée. Je me suis juste assise avec elle jusqu'à ce qu'elle ait fini de pleurer. Plus tard dans la nuit, elle m'a de nouveau surprise. Elle a dit, je l'aimais parce qu'il ne savait pas qui j'étais vraiment. Je pense que c'est pour ça que je me suis acharnée sur ce mariage. J'avais peur que si j'arrêtais de bouger, quelqu'un découvrirait que je n'avais rien compris à rien. J'ai hoché la tête. Non pas parce que je m'identifiais, mais parce que je la comprenais enfin. Pour une fois, elle n'essayait pas de gagner. Elle essayait juste d'être honnête. Quelques jours plus tard, notre mère avait un rendez-vous de suivi. Tout est rentré dans l'ordre, a dit le médecin. Son cœur se remettait bien. Aucun signe de dommage permanent. En quittant l'hôpital, elle a demandé si nous pouvions nous arrêter pour une glace, comme nous le faisions quand nous étions enfants. Nous nous sommes assises dans la voiture en mangeant des cornets, les fenêtres baissées, une vieille chanson de Jean-Jacques Goldman passant à la radio.
C'est laquelle l'a dit, de nulle part. Je pense que nous allons tous nous en sortir. Enfin. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé ma sœur dans le rétroviseur. Elle regardait par la fenêtre, pas sur son téléphone, pas en représentation, juste là. Le lendemain matin, elle s'est levée tôt et a préparé le petit déjeuner pour tout le monde. Pas seulement des toasts ou des œufs, mais un vrai petit déjeuner. Pancakes, bailles, œufs brouillés, tout. Elle a dit que c'était son merci à nous tous de ne pas l'avoir abandonné alors qu'elle le méritait probablement. Puis elle m'a tendu quelque chose, une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque, seulement de 280 €, mais il était libellé dans la ligne mémo, premier remboursement. Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai mis dans mon tiroir. Je crois que je voulais juste voir ce qu'elle ferait ensuite. Elle travaille toujours à la boulangerie, fait toujours son budget, vit toujours dans la chambre d'amis de nos parents jusqu'à ce qu'elle ait assez économisé pour déménager par ses propres moyens. Ne précipitant rien, ne faisant pas semblant. Et puis, il y a juste une semaine, elle m'a dit autre chose. Elle prépare toujours un mariage, mais pas avec un homme. Avec elle-même. Elle veut organiser une petite fête, un mariage symbolique, juste pour célébrer le fait d'être dans une phase plus saine de sa vie. Pas d'invités, pas de robe, juste elle, quelques bougies, et le vœu de ne plus jamais se perdre. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas levé les yeux au ciel. J'ai proposé de l'aider à l'organiser si elle me laissait faire. Elle a souri et a dit, seulement si tu me laisses payer. Et pour la première fois, j'ai vraiment cru qu'elle en était capable. Le jour du mariage ne ressemblait en rien à celui qu'elle avait prévu des mois auparavant. Il n'y avait pas de foule, pas d'estrade, pas de violoniste de location ni de mur de champagne. Juste un jardin loué chez un ami, une petite table en bois avec 2 bougies, et une robe d'été blanche à 45 € qu'elle avait achetée dans une friperie. Elle n'en a même pas parlé à la plupart de la famille, juste à moi, à nos parents, et à ses 2 plus vieilles amies du lycée. Personne d'autre. Pas de drame. Pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Et pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis, j'ai senti qu'elle ne jouait pas un rôle. Elle se tenait pieds nus sur l'herbe, tenant un morceau de papier plié, et a lu un vœu à voix haute. Pas à un homme, pas à un avenir qui n'existait pas. Juste à elle-même, être présente, arrêter de faire semblant, arrêter d'utiliser les gens comme des boucliers contre son propre chaos. Ce n'était pas poétique. Ce n'était même pas particulièrement bien écrit. Mais c'était honnête. Quand elle a fini, tout le monde a applaudi légèrement, non pas parce qu'il le devait, mais parce que cela semblait naturel. Puis nous avons mangé un repas à partage. Elle avait demandé à chacun d'apporter un plat au lieu d'un cadeau. Ma mère a fait ses fameuses barres au citron, et mon père a fait des grillades en silence, souriant plus que je ne l'avais vu faire depuis des années. Ces 2 amis ont apporté des rouleaux de printemps fait maison et une salade bizarre que personne n'a aimée, mais nous avons fait semblant. Alors que nous étions en train de ranger, seulement nous 2, elle s'est approchée de moi, tenant une autre enveloppe. J'ai secoué la tête avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Je suis sérieuse », a-t-elle dit. « C'est plus que la dernière fois. Je veux rembourser tout ce que je te dois. » J'ai pris l'enveloppe, l'ai glissée dans mon sac, et n'ai rien dit. Je n'avais pas encaissé la première. Je n'encaisserai peut-être pas celle-ci non plus. Je ne comptais plus les points, mais je voyais que cela comptait pour elle maintenant, et cela rendait les choses différentes. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison, nous nous sommes tous assis dans le salon comme au bon vieux temps. Maman enveloppée dans sa couverture, papa les pieds relevés, l'odeur des barres au citron flottant encore dans l'air. Ma sœur s'est blottie à côté de moi sur le canapé, silencieuse. De nulle part, elle a murmuré, « Avant, je pensais que tu étais juste froide. » J'ai tourné la tête. Mais maintenant, je comprends. Tu n'étais pas froide. Tu étais juste la seule prête à affronter la réalité. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête une fois. Avant d'aller me coucher, ma mère m'a arrêté dans le couloir. Elle avait l'air fatiguée mais calme. Elle a dit, « Je suis fière de vous 2. » Ce n'était pas dramatique, juste simple. Le genre de phrase que l'on croit parce qu'elle n'en fait pas trop. Et elle avait raison. Nous n'étions pas réparés, pas complètement, mais nous étions meilleurs, plus saines. La guerre était finie. Le silence s'était levé. Maintenant, des mois plus tard, ma sœur travaille toujours, fait toujours son budget, construit toujours une vie qui est la sienne, pas construite sur le dos de quelqu'un d'autre.
Le mariage qu'elle avait autrefois prévu a disparu, mais à sa place, il y a quelque chose de mieux, quelque chose de réel. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sens pas comme un pion. Je me sens comme une sœur.